Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Entretien avec Hervé Emmanuel Côme est notre invité ce soir en politique, militant du RDPC. Sans titre officiel, il est quand même devenu aujourd'hui, en tout cas pour un bon nombre d'observateurs, le porte-parole du régime et même du Parti des femmes. Celui qui arrive avec beaucoup de brio à défendre l'indéfendable. On l'appelle toujours quand le régime fait face à des dossiers très chauds et que voilà, on a besoin de quelqu'un pour les représenter, surtout sur les grands plateaux de débat. Grand polémiste donc, Hervé Emmanuel Côme a de multiples casquettes professionnelles, juriste ou plutôt banquier. C'est la question que beaucoup se posent et ce soir, heureusement, on l'a sur le plateau, comme on le disait tantôt, et donc on pourra avec lui aborder toutes les questions que moi je me pose, mais également celles que vous vous posez à la maison. Bonsoir et bienvenue Hervé Emmanuel Côme. Bonsoir Dora, bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV, surtout à ceux de la diaspora qui se sont enflammés sur le net à l'idée de m'entendre, me voir. Me voici à Douala. Me voici donc à Douala. Voilà, dans une stature présidentielle. En tout cas, vous avez pratiquement éclaté de rire quand je parlais de ce monsieur qui défend l'indéfendable. Vous n'avez pas le même sentiment quand vous parlez du RDPC? Non, parce que d'abord, le RDPC a son porte-parole officiel qui s'appelle le professeur Jacques Famendongo. Oui, mais qu'on ne peut pas avoir sur les plateaux de télévision tout le temps. Ça, il a un statut qui est en charge de la communication, secondé par le talentueux professeur encore Peter Mukoko. Et bon, je fais partie de ce secrétariat à la communication, au comité central. Et quant au gouvernement, il a un porte-parole officiel qui fait bien son job. Mon grand frère, Issa Chiroma Bakari. Oui. Donc je pense que là, vous me faites travailler au noir. Mais je suis fier d'appartenir à, n'est-ce pas, au RDPC, surtout à ce qu'on appelle les biaïstes, parce que je pense que dans le marché politique actuel, c'est la meilleure offre. Et tous les jours, les événements nous prouvent qu'on a un chef d'une extrême sagesse et qui nous a dispensé des mésaventures que connaissent nos voisins. Vous suivez mon regard. C'est pour ça que je suis très, très regardant, parce que j'aime pas les aventuriers. D'accord. Voilà. Ok, on va très rapidement brosser d'abord votre parcours. Vous êtes né à Douala. Ah oui, Douala premier. Hôpital à Quintini, à la maternité, chambre 7, lit 14. Wow. Un dimanche 22 février 1953 à 13h15. Oui. Aucun risque de faire un état civil Kumba. Non, je ne vais pas. D'accord. Et vous êtes Bassa, mais Bassa d'où exactement? De la Sanara-Maritime par mes parents, c'est-à-dire que mes grands-parents et mes ancêtres sont dans les collines de Babimbi 3, qu'on appelle globalement Ndom, mais je suis plus proche de Nituko, de Nekmeki que de Ndom par mes origines. Donc je suis un Ndogbabem. Je crois que c'est le plus grand canton chez les Bassa, puisqu'on a 14 chefferies. Et nous avons migré aussi à Pouma, où j'ai la parenté, on parle de les voies ancestrales, en Bouille aussi, et puis ici à Saint-Catès, à Ndokoti, où il y a des communautés de Wabem. Donc voilà, c'est un très grand peuple qui a migré un peu partout. Mais je suis essentiellement de Douala et de Paris, parce que vous allez voir dans ma vie que après Douala, je crois que c'est Paris, puis j'ai vécu plus d'une trentaine d'années à Paris, et que je suis né à Douala et encore moins de voyages. J'ai des stigmates qui font de moi, je porte cela en moi. D'accord. Alors c'est vrai qu'on va parler de votre parcours professionnel et qu'on va forcément parler aussi de la France, parce que vous avez fait pas mal d'écoles là-bas, mais déjà, puisque vous avez parlé de Douala et Paris, qu'est-ce qui vous fait revenir au Cameroun? Parce que c'est chez moi. Vous me demandez pourquoi... Il n'y a pas eu de problème, parce qu'il y en a qui répondent cette information selon laquelle vous aurez eu un problème avec la justice et qu'on vous aurait carrément demandé à une époque de ne plus remettre les pieds en France. Ben, écoutez, il faut qu'ils choisissent. Vous voyez, je ne commande pas les commentaires, mais lorsque vous avez l'imbécilité qui rencontre en plus la légèreté, ce sont les mêmes qui répondent que je suis français. Connaissez-vous un pays qui expulse ses nationaux? Difficilement. Non, il n'y a rien de tout cela. D'abord parce que j'ai vécu en France et j'ai atteint les sommets que très peu d'entre eux verront. D'ailleurs, je leur souhaite d'essayer, même leurs enfants. Mais bon, en France où j'ai tout eu, je ne pouvais pas rester, sinon ce sont les deux pieds qui devaient revenir. Vous comprenez de quoi je parle à 60 ans.
Et puis pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mon père, qui était en France avec moi et ma mère, sont décédés. Et donc je suis l'unique fils qui suis retourné. Je n'ai pas à me justifier. Et quand je vais chez moi, je dors parfaitement bien. Et si j'avais commis un délit, je peux vous dire que ça se saurait. Et je suis décoré, vous voyez, j'ai une poitrine bien décorée. Je suis arrivé au sommet en France par le cerveau, ni par le football, ni la chanson. Donc tout le reste de ragot. Je n'ai jamais été en injustice. Si une fois il y a une demoiselle qui me demandait une pension alimentaire pour un enfant que j'ai à peine reconnu, elle est assez célèbre, elle est à Yaoundé, elle enseigne à l'université dans une école prestigieuse. Et vous voyez, vous allez savoir de qui je parle. Vous l'avez même reçue ici et je crois qu'elle se reconnaîtra. Donc la seule fois où j'ai eu à le compter avec la justice, c'était parce que c'était comme ça, mais enfin le reste... Chez ma vie privée, je me porte très bien. J'ai fait le tour du monde au moins 100 fois. J'ai pris des avions que personne ne prendra plus, puisque le Concorde n'existe plus. D'accord. Je n'ai pas à me justifier, non, je suis bien. Et vous voyez, quand vous voyez la stupidité raconter des histoires de ce genre, vous croyez qu'il y a un endroit au monde où on se cache encore si vous êtes un criminel? Non. Il y a beaucoup de manières de traquer les criminels, entre guillemets, aujourd'hui. En tout cas, vous avez mentionné très rapidement ce volet de votre vie privée que je n'avais pas prévu. Mais ma vie, elle est comme... oui, mais c'est bien parce que... Alors, c'est résolu finalement ce problème de l'enfant à peine reconnu. Non, mais demandez à la mère. Mais c'est vous qui vous en avez l'avez parlé reçu, non? Vous voyez de qui je parle? Oui, sauf que c'est vous qui en avez parlé. Elle regarde puisqu'elle a envoyé... Elle m'a envoyé un WhatsApp qu'elle passait en entretien. J'ai cru qu'elle avait touché le tour du monde. Je n'ai pas de problème avec elle. J'adore ma fille d'ailleurs qui est très intelligente. Et je dis bonsoir et je suis sûr qu'elle me regarde. Mais je vais dire que la femme en question... Bon. Je crois qu'elle a les miroirs chez elle. Par solidarité féminine, je ne vais pas... Non, écoutez, vous n'allez pas refaire un film qui est juste, qui est très privé. Bon, je crois qu'elle a travaillé contre elle-même et l'avenir nous dira. Bon, d'accord. Alors, elle a eu un autre enfant, j'espère qu'elle a demandé la même pension alimentaire à l'autre père. Parce que ça peut être un moyen de gagner de l'argent. Bon, ouais. Déjà, vraiment, je n'ai pas prévu de parler de cela. Et il faut parler il a abordé, de ça. Et puis, c'est sa vie privée. Vous savez combien d'enfants j'ai? Vous savez combien d'enfants j'ai? J'allais vous poser la question, combien d'enfants j'ai 18 enfants. J'ai 18 enfants. De mon mariage, j'en ai eu 4. Et 2 garçons, 2 filles, n'est-ce pas? Qui me regardent, qui sont adultes maintenant. Et j'ai 18 enfants. J'ai 12 garçons, 6 filles. Et je compte celles qu'on m'a données. Les enfants naturels. Qu'est-ce que vous appelez enfants naturels? Ça n'existe plus en droit français. Oui, mais voyez, ça, c'est le vocabulaire de votre sémence. C'est ça la question, en fait. Il n'y a pas d'enfants naturels. Vous comprenez? J'ai eu la chance de faire un mariage où, bon, ma femme me dit, écoute, il vaut mieux que les choses soient claires plutôt que de nous retrouver demain dans un monde où tout le monde se croise, de 2 enfants qui vont se marier alors qu'ils sont parents. Moi, j'ai la chance, n'est-ce pas? Pas naturel, mais biologique au moins. Qu'est-ce que vous appelez bio? J'ai eu, ça veut dire que je n'ai pas d'handicap. Non, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui dans la famille africaine, des fois, il y a des enfants des cousins. Non, moi, ce sont les miens. Okay. Ce sont les miens et je peux vous dire, vous m'avez apporté un ragot tout à l'heure sur le net. Quand j'ai voulu l'approfondir, ça a eu l'air de vous gêner. Vous savez qu'il y en a qui ont fait une campagne pour dire que j'étais homosexuel. Vous voyez le nombre d'un homosexuel qui est aussi productif. Ça, c'est incroyable, hein? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, l'homosexualité rend improductif, d'après vous? Non, je n'ai pas dit. D'abord, je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que vous aviez dit un homosexuel qui est aussi productif. Vous semblez dire que ça ne peut pas aller dans le même sens. Je verrais mal quelqu'un qui serait homosexuel et qui aurait une famille aussi nombreuse. Mais vous savez combien? J'ai vu sur le net quelqu'un vous demander d'avoir mon avis sur le mariage pour tous. Ça ne me concerne pas, mais je pense que si la loi française l'autorise, ça regarde la France et les adultes qui font ce qu'ils font dans leur chambre, ça ne me regarde pas. Vous comprenez? Peut-être personnellement, parce qu'ils ont pensé à votre grande sœur aussi. Vous avez pensé à cela? Peut-être parce que votre grande sœur défend ces droits-là, donc ils ont dû, enfin, c'est peut-être une erreur, mais penser que c'était par solidarité que vous la souteniez dans son combat. Madame Dora Eboa, Maître Alice Nkom est avocate. Et dans le cadre de son métier, elle défend. Et elle a 2 très beaux enfants. Vous connaissez l'une qui est secrétaire générale d'une des plus grandes entreprises mondiales au Cameroun, et l'autre qui est commandant de bord d'avion. Vous croyez qu'elle est homosexuelle parce qu'elle dit qu'il y a une liberté pour les homosexuels? Nous sommes des presbytériens et dans le cadre de son travail, elle a le droit. Écoutez, même les condamnés à mort ont droit à une défense. Oui. Et on confond tout et on mélange tout le monde. En plus, moi, je ne demande pas s'ils tapent leurs femmes dans leur chambre. Vous comprenez?
j'ai des principes. J'ai des enfants que j'adore et je ne souhaite pas, n'est-ce pas, parce que dans ce pays, les gens s'expriment sur des sujets dont ils n'ont même pas la maîtrise. Ils confondent la pédophilie, l'homosexualité, et ce sont les mêmes souvent qui sont pédophiles. Vous savez, les gens en soutane qui parlent de ça, vous voyez comment on décrit dans leur milieu ceux qui excommunient ces gens. Moi, je ne suis pas homosexuel, mais je ne vote pas la peine de mort contre les homosexuels. S'ils sont adultes, par contre, si vous êtes pédophile, vous ne touchez pas à mon enfant. Vous comprenez? J'ai ma jeune fille pour laquelle on vous a dit que j'avais été condamné, ce qui est absolument... me demander une pension. Écoutez, si j'apprends que vous l'avez violée ou fait quelque chose contre sa volonté, mineure qu'elle est, je vous poursuis personnellement et d'une façon intraitable. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai aucun problème à... C'est un sujet de société. Dans notre pays, c'est condamné par la loi. Vous comprenez? Et comme moi, vous savez que l'ordre public est ma deuxième religion après ma croyance en Dieu. Je pense que ce qui est condamné par la loi ne doit pas être fait par les humains. Maintenant, les sociétés évoluent et tout, mais je ne suis pas dans la tendance de l'importation de cette évolution. C'est clair. Et donc, voilà. Et je peux vous dire, Maître Alice Nkom est l'un des meilleurs avocats qui a le talent. D'abord, elle est la première dans ce pays. Et je n'accepte pas que des conséquences de son activité professionnelle, on s'attaque personnellement, voire même parfois physiquement à sa personne. Alors là, c'est non. Vous comprenez? Mais l'obscurantisme est la valeur la plus répandue chez la plupart de ceux que vous rapportez les propos. Ok. Alors maintenant, on va aborder votre parcours d'abord académique. Il n'y a pas une autre question. Vous ne voulez pas connaître le nom de la femme que j'ai amenée à la mairie? Et celle qui est avec moi actuellement. Bon, d'accord, allez-y. Mais c'est pas moi qui fais l'émission. Non, mais... Vous me rapportez des propos. Alors, non, je vous rapporte des propos, mais c'est vrai, vous le dites tous les jours, vous êtes mariés, et la plupart des invités, en général, ne s'avancent pas sur le nom, ils disent on veut garder ça privé. Mais c'est bien, si vous voulez en parler, on en parle. Dans ma tribu, on dit, vous ne me grimpez pas sur un arbre si vos sous-vêtements sont sales. Oui. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de problème, je vis d'une façon transparente. Hein? D'accord. Voilà. Et son nom? Non, vous allez payer pour que je vous donne son nom. J'ai une façon de vivre qui me protège, n'est-ce pas, de ce genre de trucs de ragots et tout, parce que je vis d'une façon libre. Je suis un enfant qui a été élevé par deux jeunes personnes. Ma mère m'a mise au monde, elle avait 12 ans. Elle n'avait pas encore eu ses 13 ans. Mon père n'avait même pas 16 ou 17. Donc, je suis un enfant d'adolescent. Et ma protection, c'est ma vérité, parce que, comme vous lisez dans le livre de Saint Jean, saignez-vous de la vérité vous protégera. Donc, ce qui fait que, avant, ça paraissait comme de l'exubérance, mais aujourd'hui, ça paye. Parce que je n'ai pas quelque chose à craindre. Moi-même, en politique, ce qui est, on dit ma franchise et ma particularité, c'est que je ne suis pas imperméable. Je n'ai jamais été fonctionnaire. Je ne fais pas les marchés publics. Je vis bien de mon travail et de ce que j'ai gagné dans ma vie. Je ne suis pas un commerçant. C'est mon cerveau qui me nourrit, vous comprenez? Oui. Ce qui fait que, bon, je peux parler haut et fort. Vous pouvez attenter à ma vie si jamais je ne suis pas sous mes gardes. Mais vous n'aurez jamais une raison d'attenter à ma vie parce que je suis ouvert comme tout. Vous avez vu la campagne qu'on a faite ici pour dire oui, il va être avocat. C'était incroyable même que j'avais étudié dans les Caraïbes. Je suis plus diplômé que la moyenne de tous les avocats camerounais. Et même de certains juristes. Ouais, maintenant, tout le monde est docteur. Tous les week-ends, ils vont faire des doctorats. Donc, 10 lignes contiennent 40 fautes de français. Moi, je ne suis pas... Je suis un technocrate. Et parce que j'ai eu le temps, par mon histoire personnelle, à être curieux, je suis pluridimensionnel. Et depuis qu'ils ont mené cette campagne, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus parce que la vérité a repris le dessus. Donc, Dora, ce n'est pas que j'ai envie de m'étendre. J'aurais pu même vous donner les noms de mes enfants qui sont célèbres. Hein. Oui. Alors, mais par contre, puisque vous avez voulu parler de votre femme... Pas voulu, pas voulu. Je vais dire que parce que vous l'avez évoqué. Hein. Non, pas voulu, mais vous l'avez évoqué. Clair. Oui, d'accord. J'ai lu dans les gens qui animent votre page oui. qu'on me disait poser lui la question comme il me confondait avec Maître Nkom. Oui, mais je suis heureux de cette compréhension. Alors, la dernière question qu'ils ont posée à propos toujours de vous et justement de votre compagne, c'est une question que je n'ai pas voulu poser, mais puisqu'on en est, on va en parler. Ils disent justement, votre épouse, ils disent que la grosse voiture, la Hummer que vous avez, c'est elle qui vous l'a donnée et qu'en fait... ça, c'est le Congo, ça. Mais enfin... Madame, je n'avais pas voulu je suis le seul technocrate, n'est-ce pas? Oui. Je suis le seul technocrate et de surcroît probablement le seul Africain technocrate qui a acheté 3 Bentley,
2 Rolls-Royce et toutes les voitures que vous pouvez imaginer. Je suis à ma 35e, 40e voiture. Oui. Écoutez, je vais me justifier sur les voitures dans lesquelles je roule. Voilà quelqu'un, j'ai appris, il y a un abo, et en plus semi-analphabète, qui m'a traité dans une émission d'être chômeur. Vous vous rendez compte? Pour un chômeur qui habite une maison de plus de 6800 mètres carrés, tout seul, qui monte et descend tous les jours et dont la chambre a plus de 500 mètres carrés, mais je crois quand même que les gens prennent trop de témérité avec la vérité. Je ne vais pas me justifier. C'est tout ce qu'on vous a dit. Dans mon parking, il y a les Mercedes 500, des trucs, et les autres ont été offerts par qui? N'importe quoi. C'est bien que ce soit clarifié. Merci. Alors, non, je n'ai pas besoin de clarification, mais je ne suis pas devant le tribunal. Oui, non, pas devant le tribunal. C'est le niveau de la bêtise. Non, mais c'est important. Joseph-Antoine Bell a dit quelque chose. Quand Oui. vous prenez de l'or, que vous jetez même dans les égouts où il y a le caca, je m'excuse pour les gens, revenez quand vous trouverez, ce sera toujours de l'or et le caca aura été nettoyé. Oui, mais justement, je dis que c'est important, en tout cas pour moi qui vous ai en face ce soir, et c'est important de poser ces questions-là et que maintenant ceux qui veulent avoir la vérité de votre bouche la prennent et puis ceux qui veulent rester dans les ragots, c'est à eux de voir. Je peux vous dire une chose. Non. Beaumarchais a dit, salissez, il en restera toujours quelque chose. J'espère qu'ils ont lu au moins quelques grandes œuvres de la littérature. Je n'ai pas le temps pour ça. D'accord. Alors maintenant, votre parcours, justement, vous parliez de vos études en droit qui, pour beaucoup d'ailleurs, que beaucoup ont osé contester en disant il raconte qu'il est avocat. Un syndicat ici. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ces études en droit. Vous les avez faites tout? Madame, j'ai étudié dans les meilleures facultés de droit du monde. J'ai un privilège au moins, que très peu de Camerounais ont, c'est que j'ai 2 baccalauréats. Oui. J'ai fait des études ici au lycée technique de Douala, qui s'appelle maintenant lycée Komassi, mais qui n'a plus rien à voir avec la nature du lycée dans lequel j'allais. Et fils d'ouvrier que je suis, je me suis rendu à Toulouse où j'ai passé encore un bac. Vous pouvez demander à quiconque. Mon nom est sorti dans la dépêche du midi. J'avais eu la plus grande note de français au baccalauréat en cette année-là. Je suis allé à Paris, j'ai fait des études au droit. Parce que le destin fait que il y a des événements qui vous font devenir autre chose que ce pourquoi vous avez été programmé. Alice, comme à l'époque, rêvait de me voir rentrer au cabinet très vite. Dans son cabinet, elle était en association avec Maître Ninine battu au Brière. Et puis, voilà, je suis allé par la nature pluridisciplinaire de ma formation. J'ai fait de la banque. Et la loi en France fait que les gens de ma catégorie qui ont une expérience, le niveau que j'ai atteint, je vous informe, pour ceux qui... aucun d'eux n'a jamais travaillé sur les Champs-Élysées. Ça, au moins, certains croyaient que c'était un film virtuel. Ouais. J'ai été directeur central dedans, l'une des 5 premières banques au monde, qui est HSBC aujourd'hui, qui était le Crédit commercial de France à l'époque. La loi faisait que je pouvais devenir avocat quand j'avais décidé de... Avec une maîtrise en droit, il faut quand même... Non, pas de maîtrise. Mon niveau, j'étais directeur hors classe hiérarchie. Et en France, disait, tous les avocats que vous avez là, de Villepinte, Rachida Dadi, tous ces avocats que vous avez, c'est la voie. C'est-à-dire que la profession d'avocat, je ne vais pas la reformer pour ceux qui sont encore dans la conception du 2e siècle. Ce n'est pas l'avocat de tous les jours. Dans l'avocature, il y a plusieurs voies. Vous avez des avocats d'affaires, vous avez des avocats défenseurs, c'est eux qui gèrent le ministère, la parole devant la barre. Vous avez des avocats qui n'ont jamais mis les pieds au tribunal, qui travaillent pour le conseil. Alors, moi, quand j'ai décidé de courter, parce que j'ai pris un congé sabbatique à cause des événements familiaux dont je vous ai évoqués, j'étais déjà dans une procédure d'intégration dans l'un des plus grands cabinets d'avocats avenue Montaigne à Paris et qui compte, excusez-moi du peu, 3 anciens ministres de la Justice. Ouais. D'accord? Et puis, on m'a proposé de venir m'installer au Cameroun parce que, je vous ai dit, on ne connaît pas bien ce côté, mais ceux qui me connaissent le savent, je suis devenu l'héritier d'un clan dont je ne pouvais pas m'échapper par rapport à mes responsabilités. Alors, j'étais déjà en intégration à ce cabinet, de par la loi française, et on m'a dit de venir faire ce métier au Cameroun. Alors, au Cameroun, ils ont inventé un nouveau délit, le délit d'amitié. Charles Tungang, le bâtonnier, est l'un de mes amis, qui est mon frère. Maître Ngalemiano, Jean-Paul, c'est mon ami, c'est mon frère. Maître Bekima, et tout ce monde m'a convaincu, écoute, tu es déjà là, tu ne peux pas continuer à aller revenir avec tout ce que tu dois assumer comme responsabilité. Et bien, mon dossier a été présenté au Conseil de l'Ordre du 16 février, je crois, 2006 ou 2007, admis à l'unanimité de tous les membres, y compris les aboyeurs qui, après, pour des raisons électorales dans leur corporation,
se sont mis à dire n'importe quoi. Il y a une qui est décédée, paix à son âme. Bon, ben, écoutez, Dora, c'est trop long et ça ne vaut pas la peine. Ils ont fait opposition à ma prestation de serment parce que je suis admis. Nous sommes allés devant la Cour suprême qui m'a donné raison à casser la décision de la Cour d'appel qui faisait opposition à la prestation de serment du fait de l'agitation que ça provoquait. Ouais. Mais excusez-moi du peu, je ne commande pas une affaire qui est devant la justice. Nous sommes devant le juge de renvoi, c'est-à-dire la Cour d'appel des Yaoundé. Et ils n'ont plus qualité dans cette affaire. Je vous épargne de tous les autres détails. Devant les tribunaux, la loi camerounaise dit dans ses différents articles que je suis admis. Devant les tribunaux, ils perdent le temps, renvoient, parce que bon, ça aussi, le déni de justice, c'est dans la durée de la décision de justice. Mais c'est moi qui ai le dessus maintenant, puisque nous sommes devant un juge de renvoi. Attendez-vous bien que je prête serment. D'accord? Mais la différence des autres, c'est que moi, j'irai dans la profession par vocation sacerdotale, parce que j'en ai les qualités, mais je n'y vais pas pour acheter une maison, un vélo et avoir un sac à main pour circuler. Vous comprenez? Donc, ce sont les voies ouvertes. Vous croyez que admettre Hervé Emmanuel comme avec son carnet d'adresse qui fait peur aux gens, c'est beaucoup plus grave que d'avoir 1400 admis dont certains n'ont même pas fait l'oral pour prêter serment? Oui, je vous pose la question. Voilà l'état aujourd'hui du barreau, et je m'excuse, le bâtonnier Diatsonier Kamura, qui est mon ami, c'est que ce n'est pas du tout injurieux de le dire. Donc, les voies de l'avocature, regardez en France, moi je n'allais pas pour prendre la clientèle de quelqu'un, je n'allais pas au barreau pour défendre les femmes battues d'un commandeur ou les veuves abandonnées ou les pensions alimentaires. J'allais au barreau pour faire le métier que personne d'eux, ou très peu d'entre eux peuvent même aborder, c'est-à-dire les fusions-acquisitions, les conseils aux grandes entreprises, parce que j'ai ce carnet d'adresses. Et étant au Cameroun, au contraire, j'attirais des grandes entreprises pour les accompagner et voir même le gouvernement s'il m'avait sollicité pour attirer des investissements. Ça, c'est l'avocat d'affaires, vous comprenez? Oui. Je n'allais pas au barreau pour prendre les clients de... Oui, avec tout ce que vous avez comme aptitude dans le domaine des finances. Absolument. Et aujourd'hui, ils ont pu m'avoir... Aujourd'hui, je conseille beaucoup de grandes entreprises au Cameroun et ailleurs, dont je ne veux pas citer les noms. Merci, parce que là, vous avez répondu par anticipation à la question de quoi vivez-vous aujourd'hui. De quoi je vis d'abord ma pension, même de semi-retraité, trop importante, vous comprenez? Oui. J'ai demandé à tous ceux qui aboient combien d'argent je gagne pour acheter les Rolls-Royce. Donc, je peux dépenser encore, si Dieu me donnait 100 ans, sans avoir à aller chez quelqu'un, me raser, être toujours bien habillé, bien portant, bien beau, bien soigné. Voilà, et tous mes enfants, 10 ont fait l'université, 8 ont terminé l'université, ils sont tous bien casés et tout. Et voilà, même celle pour qui on vous a apporté le ragot, à son âge, à 10 ans, quelque chose, elle est en classe de 5e au lycée français à Yaoundé. Bon, et je suis content et je salue d'ailleurs sa maman pour ce travail qu'elle fait malgré ce que je pense d'elle. D'accord. Merci. Alors, on va maintenant aborder votre parcours politique. Hein. C'est tout? Oui, vraiment, il y a tellement de sujets importants et brûlants qui nous attendent quant à la gestion du pays par le parti État, dont vous faites d'ailleurs... Parti quoi? Voilà. On en parlera tout à l'heure, vous me direz ce que vous en pensez. Mais déjà, comment vous arrivez au RDPC? Puis d'ailleurs, dans quelle autre formation politique vous avez été avant? Là encore, ça fait partie des ragots. Je n'ai jamais été dans un autre parti que dans l'UNC qui est devenu le RDPC. Oui. Vous comprenez? Je me rends en France pour faire mes études et un jour, d'abord, je vis à Toulouse qui était quand même le centre nerveux du Manidem et de l'UNEC. Bon, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est, mais nos compatriotes qui étaient à cette période savent de quoi je parle. Beaucoup d'ailleurs qui sont maintenant, c'était au gouvernement, étaient de virulents opposants, n'est-ce pas, au pouvoir. Et un jour, je me dis, écoutez, autour de moi, je suis fils du péciste. Oui. Donc, je n'ai pas le complexe d'origine politique. Et mon père a été acteur des événements qui ont eu lieu au moins ici à Douala et dans la Seine-Maritime. Mon père a été à Yoko. Beaucoup de gens s'autoproclament nationalistes, maintenant c'est à la mode, mais personne n'a subi dans sa chair ce que moi j'ai subi, même n'étant pas encarté. Alors je me rends à une réunion, je suis amené à cette réunion par le commandant Mbia Raoul, qui vit encore, qui a été commandant de bord. Il était à l'ENAC, École nationale d'aviation à Toulouse, et qui m'amène dans une cité universitaire à cette réunion. Bon, je constate que Mongo Betty, qui est un excellent écrivain que j'ai aimé, mais pour lequel j'avais parfois divergence sur le plan idéologique, parlait et au nom de Jésus, tout le monde disait Amen. Et moi, j'ai décidé de défendre que, bon, on pouvait
effectivement, il y avait des choses à faire, mais on pouvait prendre une autre voie. Et c'est comme ça que quand j'arrive à Paris, je deviens président. Je fais au raccourci, hein, et les vivants sont là. Je deviens président du comité de base du quartier latin, parce que j'ai habité au quartier latin, n'est-ce pas? Je deviens président de la sous-section quartier latin et secrétaire de la section de France de l'UNC, qui devient très rapidement le RDPC. C'est moi qui remets les motions de soutien des étudiants de la diaspora et des Camerounais de France au président Biya lorsqu'il effectue son premier voyage en tant que président en février 1983, je crois. Vous comprenez? Alors, moi, je suis naturellement un militant. Vous prenez Messanga Nyamdi, c'est moi qui le prends au parti. En France, c'est moi qui l'accueille quand il vient faire ses études. Et je peux en citer d'autres, certains qui sont au gouvernement d'ailleurs. Oui. Il y a des gens qui sont actuellement en fonction, qui étaient de l'autre côté. On était opposés. Aujourd'hui, on est camarades. On sont entrés au comité central avant moi. Donc, moi, je travaille en France. Je suis donc au parti. Et naturellement, quand je rentre chez moi, je suis sollicité par les militants de Douala 5e. Et vous connaissez mon histoire à Douala 5e avec Françoise Fourine, qui était de regretter mémoire, ma camarade, mais avec laquelle je n'avais pas la même approche de la politique. Mais je suis dans mon parti naturel. Lorsqu'on va au congrès en novembre-septembre 2011, j'ai la grande surprise que le président Paul Biya me désigne comme membre titulaire du comité central. Il n'y a pas de magie. Membre titulaire. D'abord, on m'a associé à la préparation du congrès. Je voulais remercier René Emmanuel Sadi, le secrétaire général de l'époque, qui m'a associé au travail. J'intègre le groupe du professeur Famendongo et de Pierre Nkokombondio et d'autres. C'est nous qui créons ce qu'on appelle la communication proactive du parti. Parce que moi, je m'étonne, je dis, écoutez, l'appartenance au RDPC n'est pas une maladie honteuse. Au nom de quoi on laisserait les autres passer leur temps à nous critiquer? Voilà, on change. C'est eux qui se mettent à courir derrière nous. Madame, les événements de février 2008 me trouvent ici. Parce que je ne peux plus repartir, même si je voyage. Mais je dois revenir parce que je suis chez moi. Eh bien, je prends sur moi de défendre le parti quand certains voulaient raser, tomber. Vous savez, au Cameroun, dès qu'il y a un problème, c'est là qu'on découvre les militants, les vrais et les faux. Demandez. Et moi, je suis mal placé pour parler de moi. Alors, mais justement, ça veut dire que vous avez ri tout à l'heure quand j'ai dit que vous étiez carrément le militant sapeur-pompier. Hein. Ah ben si, on le reconnaît. Maintenant, vous le reconnaissez. Mais écoutez, envoyez-moi les motions de félicitations. Oui. Mais moi, je suis comme ça, je suis presbytérien, madame. Je porte haut mon drapeau et mes opinions. Oui. Je suis un homme libre et débarrassé de tout préjugé. Vous comprenez? La liberté, pour moi, oui, c'est le fait d'être débarrassé de tout préjugé. C'est Saint-Exupéry qui le dit dans Vol de nuit. D'accord? Donc, moi, je porte mon drapeau. À partir du moment où je n'ai pas peur du jugement du peuple, pour que vous pouvez me tuer parce que vous n'aimez pas ma tête, comme disait Spinoza. Mais vous ne pourrez pas enlever ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête parce que c'est moi. Vous parliez de la bonne surprise que vous avez quand le président Paul Biya, justement, vous fait intégrer... C'est mémorable. Le comité central, mais apparemment, c'est la seule bonne surprise en termes de promotion que vous aurez dans le RDPC durant toutes ces années. Mais qu'est-ce que vous appelez promotion dans le RDPC? Vous prenez le RDPC pour une agence de distribution de privilèges? Non, pas pour une agence, mais pour un parti où on peut quand même avoir une carrière. Non, attendez, je sais que certains veulent réduire le RDPC en simple mangeoire, n'est-ce pas? Et c'est vrai par certains aspects que les gars y vont parce que ça peut être un accélérateur de carrière. Moi, ma carrière est derrière moi. Ça peut être un accélérateur social pour faire des marchés publics. Je n'en fais pas. Moi, je suis... Et pour la carrière politique? Il n'y a pas de carrière politique. La politique, ce sont des situations. Si vous me reconnaissez... Ça veut dire que vous n'avez jamais pensé, souhaité au moins diriger un ministère, par exemple? Écoutez, madame, je sais que c'est la mode en ce moment. On fait les gouvernements tous les matins. Mais la vérité est dans les yeux, je vous regarde. Vous pensez, oui ou non, que j'ai les capacités à être un meneur, d'un manager? D'après ce que nous observons, vous les avez. Eh bien, si je les ai et que le coach, le président Paul Biya, m'appelle au devoir comme un militaire, je vais répondre oui. Donc, ceux qui pensent que oui, non, c'est... Mais je ne ça ne vient pas, vous ne serez pas déçus? Non, pas du tout. En ce moment, vous n'êtes pas déçus, vous ne pensez pas que vous avez beaucoup investi, que vous êtes beaucoup investi dans le parti et que vous n'êtes pas récompensé à juste valeur? Mais je vous ai dit que je pars du principe que le RDPC n'est pas une boutique, n'est-ce pas? Ce n'est pas une épicerie tunisienne, d'accord?
Et oui, c'est vrai qu'il y a des questions, parfois on se pose des questions. Quand on vous sollicite pour être, par exemple, parlementaire et qu'au nom de l'investiture, vous trouvez des gens qui n'ont jamais pris d'engagement, aucun risque, il y a de quoi se poser des questions. Oui. Parce que là, vous vous demandez, est-ce que j'ai le mauvais engagement ou je me suis trompé de famille? Mais moi, mon appartenance au RDPC, c'est surtout pour le Cameroun. Mon père m'a laissé des jeunes de nationalistes. Je suis dans la maison de tous les Camerounais. Si on devait un jour transformer le sigle RDPC, j'appellerais maison du peuple, des Camerounais. Parce que c'est au RDPC que je vais rencontrer un Bamileke, un Bassa, un Tupuri, un Massa et tout. Et là, mon sentiment d'appartenance à la communauté nationale est conforté. Et deuxième chose, je veux qu'il y ait la paix dans mon pays. C'est le cas. Troisième chose, je ferai don de ma personne, même fils unique que je suis dans ma situation actuelle, si je pense que mon pays est menacé. Donc, à partir du moment où tous ces éléments sont réunis, le reste est secondaire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de désagrément de temps en temps. Vous comprenez? Le RDPC est un rassemblement. Mais on va se parler franchement. Oui, c'est un rassemblement. Mais est-ce que vous avez le sentiment au moins qu'il y a des personnes qui sont promues alors qu'elles n'ont pas fait grand-chose pour arriver à ce niveau-là, par clientélisme? Oui, même à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ont pris des ascenseurs ou parfois des échafaudages en évitant de prendre les escaliers, de travailler. Ça existe. Mais je veux dire, ce sont des épiphénomènes. L'histoire ne retiendra pas cela. Et beaucoup de ces gens, d'ailleurs, qui rentrent dans l'ascenseur social comme s'ils prenaient un Bensikim, ils finissent toujours dans les pavillons des grands accidentés. C'est eux qui peuplent aujourd'hui l'opération Épervier. Tout à fait. Donc, ça veut dire que l'histoire le retiendra. Parce que c'est un problème aujourd'hui dans la gestion même du RDPC. Écoutez, quand vous êtes militant dans ma situation et que vous avez le privilège, comme il m'est souvent accordé, de rencontrer le président national, je suis sûr qu'il est fier de moi. Parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement, mais vous tous connaissez ma résidence. Oui. Et j'ai volé nulle part. On vous a dit que j'étais condamné pour une histoire de pension alimentaire. On ne vous a pas dit que j'avais mis la main à la caisse, à la banque, où j'ai exercé quand même. J'avais l'opportunité de devenir multimilliardaire si je rentrais dans cette logique. Non. Moi, j'ai les miroirs dans mon appartement et dans ma chambre. Mon tribunal et ce qui m'interpelle, c'est quand je me vois dans le miroir et ma conscience me dit, vas-y Hervé, tu honores tes parents, tu honores ton Dieu, tu honores ta confession presbytérienne et d'autres engagements que tu as dans la vie. Je suis un homme qui ne pense pas que... Écoutez, je crois aussi au destin, vous voyez. Un homme qui vit pratiquement sur le règne de la raison, mais je peux être fataliste, je crois au destin. Ce sont les autres qui ont les calculs pour moi. Oui. Je n'ai jamais été candidat pour être maire de Douala. Et vous estimez que vous faites peur à certains de... Ben, je fais peur parce que oui, je pèse le poids que vous pouvez deviner. Oui. Vous comprenez? Et j'ai surtout le ministère de la parole, je n'ai pas besoin d'un décret. Je suis ministre d'État en charge de la parole, puisque la parole est libre au Cameroun. Donc quand je porte ma parole, elle peut prêter à conséquence, elle est fondatrice. Oui. Vous comprenez? Mais je ne me lève pas le matin, j'entends des choses, le genre, Foning l'a battu aux élections. François Foning ne m'a jamais battu aux élections. Puisque je n'ai jamais été candidat à la mairie de Douala 5e, mais nous sommes dans le même parti. Elle a été investie dans le moment où je pensais que je pouvais faire mieux le leadership. Bon, je voulais juger de la situation de notre circonscription. Oui, c'est vrai que vous êtes un bon leader, mais est-ce que vous avez, d'après vous, forcément cette capacité à rassembler? Est-ce que vous êtes un rassembleur? Peut-être parce que ça compte aussi, hein, votre capacité à regrouper un maximum de militants pour que le RDPC puisse continuer de faire de bons scores aux élections. Je dirige un des organes de base les plus prestigieux du parti ici à Douala. Je suis le président de la sous-section Bassa 2B, c'est-à-dire la cité SIC et jusqu'aux abords de l'université et tout. Vous comprenez? Et c'est une sous-section vraie, pas fictive. Et les militants qui y sont donnent leur voix à Paul Biya. Ma conception de la politique, c'est qu'un militant doit être là pour donner sa voix à son parti et à son leader. Oui. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'on est militant du RDPC quand on n'est même pas inscrit sur les listes électorales. Vous comprenez? Moi, je peux vous montrer ma carte d'électeur, mon centre de vote, les groupes scolaires de la cité SIC donnent toujours 90% de ses voix sans tricher aucune à Paul Biya. C'est ça ma récompense. Et quelles sont les sections qui sont fictives d'après vous? Parce que vous avez dit qu'elle n'est pas fictive. Ça veut dire qu'il y en a qui le sont. Non, écoutez, moi je ne gère pas le ministère de la dénonciation. Oui. Mais c'est sur les faits. Mais celui de la parole, et dans la parole, il y a tout un tas de choses. Mais je vous ai dit que là, c'est démocratiquement réparti, mais en plus, il faut avoir du talent. Oui. Parce que quand vous prenez la parole et que vous alignez 50 fautes de syntaxe en 3 minutes, c'est ennuyeux, vous comprenez? Alors,
Le problème, d'ailleurs, si vous m'invitez, c'est parce que je suis intéressant. Tout à fait. Vous n'avez pas invité M. Kidam ou le PCG anonyme. Oui. Et ceux qui parlent de moi, c'est parce que j'existe. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis, si mon destin, c'est de servir mon pays au niveau où on peut me proposer, je l'assumerai parce que je suis en capacité. Mais si mon destin, c'est pas ça, la nature m'a beaucoup donné. Écoutez, je suis un fils d'ouvrier. Et je suis le premier Africain à être directeur central d'une banque, pas les FMI qui sont des administrations, hein, d'une des plus grandes banques au monde. Et à Paris, tous ces gens qui me voient, voilà, certains qui me craignent, c'est parce que quand j'étais dans mon bureau sur les Champs-Élysées, ils avaient même du mal à pouvoir m'approcher. Et j'y suis parti moi-même. Et je dors chez moi, je ne suis pas locataire. Vous voyez les hommes qui demandent, par exemple, le soutien, les voix des gens alors qu'ils n'ont pas de maison, de domicile, ils n'ont pas. Je suis chez moi pour l'éternité. Ma maison n'est pas. Vous parlez des militants du RDPC ou ceux de l'opposition? Non, j'ai dit en général. Qui veulent quand même le soutien, les voix des électeurs. En général, vous savez, la politique du 21e siècle va être une politique sur le leadership. Vous comprenez? Parce que la démocratie est une valeur maintenant qui va être partout dans le monde. Hein. Même la Corée du Nord va être le dernier empire non démocratique. Mais aujourd'hui, la vraie question qui s'ouvre à des hommes qui font la politique, c'est la relation à la gouvernance. Et dans la gouvernance, vous avez la transparence, le respect des conflits, la non-exécution des conflits d'intérêts, le respect de la chose publique. Je suis heureux et à l'aise. C'est-à-dire, même à minuit, vous me réveillez, je ne dois rien à personne. Vous voyez un banquier qui n'a pas de crédit? Tout ce que j'ai, je l'ai eu à la sueur de mon front. Merci. Et pas mon salaire. Alors, jusqu'à présent, vous avez parlé du RDPC. Clôturons sur le parti. Oui, justement, nous sommes sur le RDPC. Ouais. Vous en parlez avec beaucoup de liberté et on dirait même avec beaucoup de froideur parce qu'on ne vous sent pas très passionné. Vos analyses semblent être objectives. Mais Merci. Par contre, vous n'aimiez pas beaucoup la manière de s'exprimer de Charles Atebaïene qui était un peu sur le même temps finalement. Alors là, vous touchez quelque chose qui regarde un peu, qui peut provoquer l'émotion chez moi. Mais bon, une émission d'entretien dans des moments aussi importants de notre vie publique, il faut quand même qu'on se dise les choses. Oui. Charles Atebaïene, pour moi, est le modèle du militant. Parce que je n'aime pas les gens qui vont à l'ENAM pour devenir sous-préfet et se dire, pour devenir préfet, ils vont prendre leur carte au parti. Pour moi, ce ne sont pas les militants. Ce sont des opportunistes. Et ils peuplent notre mouvement. Parce que nous sommes partis au pouvoir. Mais Charles Atebaïene était un militant comme moi, comme Essanga Nyamdine, comme beaucoup d'autres, comme Peter Mukoko. Ce sont des militants. C'est-à-dire que nous avons un engagement. Nous suivons un projet de société. Mais qu'est-ce qu'il y avait avec Charles? C'est que Charles avait une tendance à s'exprimer sur des sujets dont parfois il n'avait pas la maîtrise. Vous comprenez? Et ça créait un buzz, mais un buzz qui crée la confusion. Le leader doit éclairer, c'est comme Élie dans la Bible. Le leader ne doit pas être quelqu'un qui est dans le sens de l'opinion. Et c'est là que je disais à Charles, non, vous voyez qu'il m'a gratifié dans son fameux livre sur les sectes de 2 pages, où il dit que moi je suis un franc-maçon pas comme les autres. Mais il ne savait pas ce que c'est qu'un franc-maçon. Et au Cameroun, dire que quelqu'un est franc-maçon, c'est comme si vous disiez qu'il est homosexuel, pédophile, il mange des bébés, il fait ceci. Tout ça, c'est obscurantisme. Et je dis donc, ce que je disais à Charles, et Pius et moi, nous le disons parce que Charles était mon ami. Je l'ai pleuré, je le pleure encore, n'est-ce pas? Et il m'a fait le coup de mourir le jour de mon anniversaire, le lendemain plutôt, puisqu'il est mort le 23. Je suis né le 22 février. Ce que je lui disais, c'est qu'un meneur d'hommes doit éclairer. Il doit même prendre le risque d'être impopulaire, minoritaire, s'il pense qu'il est dans la vérité. Oui. Et Charles flattait l'opinion. Voilà ce que je lui reprochais. D'accord. Donc, ça veut dire que là, vous vous dites qu'il parlait des choses qu'il ne maîtrise pas et vous avez parlé, par exemple, de l'obscurantisme. Dans certaines, oui. Mais sauf que pour ce qui est, par exemple, des pratiques au sein de la franc-maçonnerie, c'est vrai qu'il y a un débat international sur la question est-ce qu'il y a, oui ou non, de l'obscurantisme à l'intérieur. Mais lui, il a dit quand même avoir fait des expériences parce qu'il a lu certains de vos bouquins où il s'est retrouvé attaqué par des mauvais esprits. Il a dit, on l'a suivi. C'était son expérience à lui. Non. J'ai le statut de quelqu'un qui connaissait très bien Charles Atebaïene et qui était son grand frère. Voilà mon commentaire. Parce que... Mais est-ce que c'est suffisant pour savoir s'il a, lui ou non, a été attaqué par des esprits qui... Vous me faites faire quelque chose que la Bible interdit, mais qui est légitime, c'est-à-dire évoquer l'esprit d'un mort et me mettre en dialogue avec lui alors qu'il n'est pas assis en face de moi.
Mais lisez le livre de Charles Atebaïné, vous verrez que je suis un de ceux qui le connaissaient le mieux. Ouais. Et quelqu'un en qui il avait une grande confiance. Parce qu'en dehors des buzz qu'il faisait sur ce genre de sujet, que les Camerounais aiment, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, l'obscurantisme, c'est pas la défaite de l'obscurantisme, c'est pas demain. Hein. Donc, on parle plutôt de la défaite de l'intelligence pour l'instant. Donc, nous abordions des sujets sur lesquels je disais, Charles, quand même, après que tu aies reçu les acclamations du peuple qui, par définition, est inerte, comment tu vas faire pour le faire bouger? C'est-à-dire, la loi de la dynamique physique, c'est que, par définition, le peuple est inerte et c'est une locomotive qui fait bouger, qu'on appelle le leadership. Charles appartenait à cette locomotive, il n'avait donc pas le droit de faire que le peuple demeure dans l'obscurantisme. Quand j'ai fini de le dire, je vais vous dire que Charles Atebaïné était un grand militant du parti, il était sincère, parfois il pouvait faire du mal parce qu'il se trompait, comme nous tous. C'était un grand militant que je pleure, parce que parfois il était d'un enthousiasme qui le mettait en péril. Vous savez que j'ai tout fait pour l'amener à un congrès dont il faisait l'agitation à l'extérieur. Et quand il a entendu son nom, quand le président l'a nommé au comité central comme membre suppléant, il m'a appelé pour me dire, Tara, je ne savais pas que notre père était aussi proche de nous et qu'il nous protégeait. Alors qu'il était sur le point de rupture. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il était sur le point de rupture. Au moment où on lui fait cette gratification, est-ce que ce n'est pas justement pour le retenir? Non. Le président nous nomme sur la base de l'utilité et l'apport que nous avons dans la politique. Je profite pour dire, Monsieur le Président, merci pour tout, hein, n'est-ce pas? Mais il nous nomme pour ça, il ne nous nomme pas pour retenir quelqu'un. Ce n'est pas le RDPC. C'est une maison ouverte, il n'y a pas le 8-2. Vous savez, le 8-2, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On n'exclut pas au RDPC, sauf que bon, il y a des limites qu'il faut pas, il y a des franchiments qui ont eu lieu. Vous venez au RDPC, certains d'ailleurs, j'ai lu dans une certaine presse qu'il y a des gens qui nous insultent, qui ont insulté notre président, qui ont dit qu'on était le temple de l'obscurité et tout, et donc on pense qu'ils peuvent revenir pour gagner une élection avec le label RDPC. Vous voyez? Non, on ne nous nomme pas pour nous retenir. Mais ce comité central-là, hein, oui. C'est vrai que c'est très important pour les militants du RDPC de faire partie du comité central. Il y en a qui mettent même ça sur leur carte de visite. Hein. Moi, je n'en ai pas. Oui, on a mais je suis membre titulaire. Hein. Je lis dans la presse souvent membre titulaire. Je suis membre titulaire. Qu'est-ce que ça apporte, le comité central? D'abord parce que quand on vous nomme au comité central, et je vous dis ce que j'ai ressenti, vous avez un supplément de responsabilité que vous n'avez pas quand vous êtes un militant d'ailleurs, parce que vous êtes visible et vous devez défendre notre organisation qui est, n'est-ce pas, la maison où nous soutenons notre conception du développement et du bien-être social. Vous comprenez? Donc, pour moi, ça a été un accroissement de responsabilité. Vous verrez d'ailleurs que je retiens ma langue parce qu'il y a des choses dont je sais que j'ai des endroits où je peux dire, à cause de ma responsabilité, que je ne peux pas dire, par exemple, sur votre média, parce que j'ai accès à faire savoir qu'on pourrait faire autre chose. Nous sommes un parti démocratique. Donc, le comité central, pour certains, c'est pour faire du trafic d'influence, mais ça... Donc, ça accorde des privilèges, alors? Les délinquants, quel privilège? Moi, je n'en ai aucun. Le président m'a nommé chevalier de l'Ordre national de la valeur avant de me faire entrer au comité central. Donc, depuis que je suis au comité central, je n'ai pas changé de statut. Et à mon âge, oui. vous voyez des gens ici qui portent la quincaillerie jusqu'aux genoux, hein, alors que quand vous regardez leur CV, ils n'ont jamais eu de bulletin de paye. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on se rend compte que la plupart des militants du RDPC, au moins publiquement, soutiennent le président de la République? Pas au moins, nous sommes en bloc derrière nos champions Paul Biya. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État intelligent. Hein? Le coup d'État intelligent, il n'existe pas. C'est la nouvelle théorie qui circule dans la société camerounaise. Dora, nous sommes dans un moment très important. Nous ne sommes pas naïfs au RDPC. Vous comprenez? Quand vous êtes coureur en tête, il faut faire attention parce que les gens tirent les maillots. Hein? C'est qu'on appelle coup d'État intelligent, qui est un concept un peu prétentieux et qui parfois, c'est simplement recoupe de la gonflette du bavardage. Mais cela n'exclut pas le fait que dans les actes de certains gens, il y a des agendas et des calculs pour lesquels nous devons être vigilants. Moi, j'appartiens à la catégorie des militants qui sont des sentinelles. C'est-à-dire qu'il faut passer sur moi pour atteindre le président. Vous comprenez? Et je n'ai pas besoin d'être ministre ou putain, machin, quoi. Je suis de ceux qui pensent que
nous avons un bon chef et que grâce à lui, nous avons des années de tranquillité. J'étais enfant, j'étais fier d'être Camerounais. Je suis ici, je suis encore plus fier d'être Camerounais parce que je dors tranquille. Vous comprenez? Tout n'est pas parfait. C'est juste pour comprendre, la sentinelle, c'était comment? Parce que vous êtes quand même assez éloigné. De quoi? Je veux dire, du dispositif qui entoure le président de la République. Mais vous confondez. Vous n'êtes pas non plus à la présidence, donc quand vous parliez de sentinelle, c'est pour comprendre. C'est bien d'avoir ouvert cette voie. Oui. Une des bonnes thèses qu'on pourrait faire en sciences politiques, hein, j'ai suggéré au professeur Aboya Manassé et à d'autres, ce sont des questions que nous devons voir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fonctionnalisation de la politique qui fait que vous confondez les gens qui occupent des responsabilités publiques, parfois administratives simplement, avec l'élite du parti. Nous n'avons rien à voir avec ça. Moi, quand je vais dans des manifestations, parfois ça me fatigue, je m'excuse auprès du gouverneur Bété Assomo que j'aime beaucoup, mais quand son protocole me fait asseoir derrière tous les fonctionnaires, les délégués départementaux ou d'arrondissement, dans une cérémonie, je dis je n'ai pas de place dedans. Parce que moi, j'appartiens à ceux qui soutiennent le pouvoir et qui assument ce bilan et qui vont assumer, y compris les conséquences. Et donc vous devez être en première ligne. Non, mais écoutez, ça dépend de la nature de l'événement, vous comprenez? Dans un mouvement qui fonctionne bien, quand c'est une cérémonie républicaine, je me mets à ma place. Mais si c'est une cérémonie politique, je m'excuse du peu. Un député qui n'est pas membre du comité central du RDPC n'a pas à s'asseoir avant moi. Parce que dans le parti, j'ai la place avant lui. Oui. Vous comprenez? Donc, nous avons ce problème qui n'est que du protocole. Et qu'est-ce que vous appelez, vous dites sentinelle, qu'on n'est pas la garde rapprochée? Bon, avec tous les excellents collaborateurs que le président a, je me suis pour eux. Vous voyez plusieurs qui viennent défendre la politique de Paul Biya sur votre plateau. Parce que ce n'est pas leur rôle. Ah bon, ben voilà. Donc, je voulais vous dire que le président est multidimensionnel. Il est le président de tous les Camerounais. Il est le chef de l'État, donc de la République. Il est le patron de l'administration. Il est aussi le patron de notre parti. Donc, je suis dans le club, enfin dans le cercle des sentinelles, quand vous tombez dans sa famille politique. D'accord. Alors, vous disiez qu'il n'y a pas de coup d'État, que l'expression... Et je ne demande pas une décoration pour ça. Oui, alors merci. Vous dites qu'il n'y a pas, que l'expression coup d'État intelligent ne devrait vraiment pas exister, qu'elle n'est pas appropriée. Non, vous ne m'avez pas bien compris. J'approuve ce que vous dites, mais je dis que c'est la grandiloquence. Oui. Vous comprenez? Le coup d'État scientifique, j'ai d'ailleurs dit au professeur Messanga Yamdi que lui qui a un peu participé à la prospérité de ce vocabulaire-là, ce vocable, qui avait quelque chose de compliqué dedans. Quand je l'ai dit, je n'exclus aucune hypothèse. Vous comprenez? Vous voulez qu'on fasse... Est-ce que le gouvernement travaille depuis un moment? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'effectivement, comme certains le soutiennent, il sabote le bilan du président de la République en restant dans l'inertie? Non, le grand débat dans tous les pays modernes, y compris au Cameroun, c'est la productivité de l'administration. Et vous êtes en train de vous faire porte-parole, mais c'est légitime, vous êtes là pour représenter les opinions aussi, de ceux qui confondent le gouvernement et le président. Vous comprenez? J'ai beaucoup de gens et des gens intelligents, enfin, supposés intelligents, qui parfois se trompent la nature des fonctions du président. Ils le prennent pour un ministre ou un premier ministre. Le président donne le sens, il est en haut, c'est une institution. Les autres doivent faire appliquer. Alors, pour répondre à votre question, je ne vais pas l'éviter. Le gouvernement travaille, mais dans le gouvernement, c'est composé par les hommes et les femmes, donc des humains. Chacun a l'intelligence selon l'écartement de son compas intellectuel, n'est-ce pas? Et donc, vous avez des gens qui travaillent, qui ont le dynamisme, la motivation, et puis des gens qui sont là, qui effectivement n'ont pas la vitesse que le président veut imprimer à la machine et au truc. Donc, mais vous aurez ça dans tout. Alors, on va prendre quelques ministères pour essayer de voir si effectivement ils travaillent. Vous me mettez en position d'agence de rating? Non, parce qu'en même temps, c'est l'actualité, donc on est obligé d'en parler. Ouais. On commence par exemple par le ministère des Finances. Ben, écoutez, quel est le rôle du ministère des Finances? C'est simplement de gérer, n'est-ce pas, les recettes et les dépenses, et puis de s'assurer l'équilibre du trésor public, donc d'assurer, n'est-ce pas, la solde militaire et civile de l'État. Ici, au Cameroun, on dit ministère des Finances, des gens pensent qu'on est au FMI. C'est faux. Le ministère des Finances fait son travail de recettes et de dépenses à maîtrise de cela. Donc, en fait, si on parle de cette définition
toute simple, vous verrez que le ministère fait son travail. Mais est-ce qu'il est assez productif? Parce que quand vous gérez les recettes et les dépenses, vous pouvez être productif, c'est-à-dire en simplifiant l'administration, en faisant que dans une opération à la douane, on mette pas un mois pour retirer un véhicule ou une marchandise, en faisant que, en s'assurant qu'il n'y a pas trop de taxes et en s'assurant aussi que la dette publique ne déborde pas parce que la dette d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Mais là, ce sont des considérations précises. Mais dans l'ensemble, le ministère des Finances fait son travail. Oui, mais justement, ces considérations précises, elles sont importantes. Par exemple, on a lu dans la presse que maintenant, pour le problème Camerco, pour les 25 milliards qui sont attendus, le ministère des Finances demande un audit stratégique de l'entreprise. Mais est-ce qu'un ministère qui fait normalement son travail, comme vous le disiez, ferait ça après que la convention a été signée, quand on est prêt à donner de l'argent, ou est-ce que c'était un travail à faire avant? Madame Dora, l'émission va être très courte pour que j'explique les choses que j'entends et dont certains relèvent plutôt. Essayez de simplifier un tout petit peu, juste pour qu'on comprenne. Camerco appartient à l'État du Cameroun. Oui. Et l'État du Cameroun est l'unique propriétaire de Camerco, n'est-ce pas? Et c'est celui qui tient le trésor de l'État qui s'appelle le ministre des Finances. Alors, le ministère des Finances, d'accord? Et quand on donne l'argent à Camerco, l'ordre vient du patron, c'est-à-dire Paul Biya, le président de la République, chef de l'État, mais c'est au ministère des Finances qu'on va libérer cet argent. Vous croyez que le ministère des Finances, ou le ministère des Finances, comme vous dites, d'une façon impersonnelle, a le pouvoir de défier un ordre du président de la République? Donc c'est le président qui a demandé qu'on donne pas l'argent à Camerco? Non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'on peut décider du très haut de donner l'argent à une entreprise publique et pour des situations exceptionnels ou des événements qui interviennent, on dit d'attendre parce qu'il y a une nouvelle situation. Écoutez, tout le monde ne connaît pas la finance, mais lorsque nous avons voté la loi de finances 2015, nous ne savions pas l'amplification qu'allait apporter le terrorisme de Boko Haram. Donc aujourd'hui, si le président demande par exemple qu'on vote une loi de finances rectificative, mais le gouvernement, il a demandé au gouvernement de suivre la voie plutôt de l'emprunt, qui est un instrument de gestion simplement des recettes et des dépenses de l'État. Vous croyez que ça veut dire qu'on ne continue pas dans ce sens? Donc il y a des événements qui interviennent et qui amènent le management public à modifier le rythme ou l'ordre, l'échéance des dépenses. Aujourd'hui, nous avons des dépenses que nous n'avons pas prévues, qui nous sont imposées. Regardez les événements, j'espère, on arrivera. Nos compatriotes, nos soldats qui étaient en expédition sous le drapeau des Nations Unies et de l'Union africaine, n'est-ce pas, en Centrafrique, et qui rentrent parce qu'il y a des dysfonctionnements, le président est obligé de demander à ce que le Trésor public camerounais se substitue à un engagement international pour mettre fin à ce qui commençait à être comme un début de trouble à l'ordre public. Mais ce n'était pas prévu dans nos dépenses. Mais pourquoi le même Trésor public, je parle du ministère des Finances, a quelques difficultés à payer les factures de l'État auprès de certaines sociétés, même d'État? Camerco, par exemple, on sait que les billets qui sont souvent utilisés par les membres du gouvernement sont très rarement payés. En tout cas, c'est ce que ça, c'est du ragot. Ça, c'est du ragot. Non, mais nous sommes allés chercher l'information à bonne source. Peut-être qu'on nous a trompés, mais c'est celle que nous avons. Votre bonne source est qui? On ne peut pas donner notre source. Si vous ne citez pas votre source, là, je suis en train de répondre à monsieur peut-être. La SONEL, par exemple, c'est plein de la même chose. L'État qui ne paye pas normalement ses factures d'électricité. Non, attendez. Comprenons-nous. Notre administration peut être améliorée dans sa gestion et peut devenir même beaucoup plus productive. Ça, c'est un débat que je mène à l'intérieur de nos rangs, parce que le management moderne est fondé sur la productivité de l'État. Même l'État, dans certains de ses aspects, hormis ses fonctions régaliennes, n'est qu'un prestataire de services. Et vous payez les taxes en contrepartie de certains services. Donc, s'il n'y a pas cette qualité de service, l'État devient moins productif et devient plutôt budgétivore. On est d'accord? Bon, maintenant, quand vous dites l'État, d'abord, c'est trop globalisant. Et vous avez le nombre d'administrations et d'agences qui existent ici. Il y en a qui sont bien gérées, d'autres qui ne sont pas bien gérées. Vous comprenez? Je dis toujours aux gens que nous n'avons pas encore donné le paradis aux gens et nous ne pouvons pas les amener. Nous essayons de faire qu'on tende vers ce bien-être collectif. Donc, vous avez donc des administrations qui sont vraiment pas bien gérées et qui ne remplissent pas, n'est-ce pas, leurs obligations. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est une volonté politique et que nous approuvons le ministère de l'enseignement secondaire, par exemple.
votre évaluation. Là, on va faire l'évaluation du système éducatif aujourd'hui, même de son contenu. Alors, je m'excuse. Non, Dora, moi, je suis entré en politique et je n'oublie pas d'où je viens, n'est-ce pas? Je suis un produit de l'école publique, que ce soit au Cameroun ou en France, et je pars du principe que l'école est un instrument de mobilité sociale. Vous comprenez? J'ai deux choses qui me préoccupent en politique. C'est l'égalité et la justice. Et je pense donc que ce combat que je mène, parce que moi-même, ayant pris cette voie, je souhaite que ce soit comme ça pour tous les autres qui sont partis de la même condition que moi. Donc je pense qu'il y a deux produits, deux marchandises, enfin deux choses qui ne peuvent pas être marchandisées. Nous assistons à une marchandisation de l'éducation au Cameroun à cause du coût de l'éducation. Et la démographie scolaire et même estudiantine a gonflé tellement que parfois l'infrastructure ne peut pas contenir tout ce monde. Et donc aujourd'hui, vous posez une vraie question. Est-ce que le prix de l'école peut être le même que le prix des cacahuètes ou du chocolat? Est-ce que le prix du médicament, la santé, peut être le même que le prix de iPhone ou bien d'un téléphone portable? Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que ce sont deux éléments qui assurent d'abord le sentiment d'appartenance à une communauté nationale et la solidarité. Et deuxièmement, ce sont deux éléments qui permettent l'égalité de tout le monde et qui font que la République promet même les plus faibles. Vous vous rendez compte, moi je suis président d'un groupe scolaire avec près de 3600 élèves à l'école publique de la Cité, c'est 4 écoles. Eh bien écoutez, je reçois des enfants qui n'ont pas mangé, qui viennent à l'école. Je reçois des enfants parfois qui n'ont pas d'électricité. Je reçois des enfants donc, qui sont dans des familles où le grand-père est chômeur, le père est chômeur, la mère est chômeuse et tout. Et l'école est devenue comme une espèce de vaste service social qui reçoit toutes ces démissions et ces faillites de notre société. Il faut donc qu'on trouve un moyen, que ce soit dans la régulation ou l'encadrement, alors que je suis libéral, pour que ces deux domaines qui vraiment fondent la solidarité soient préservés de la marchandisation. Donc, quand vous me demandez le résultat, eh bien, l'État fait beaucoup de choses. Même en sortant des programmes d'ajustement, vous avez vu que notre système de l'enseignement tient à peu près. On doit faire encore beaucoup de choses. Ma préoccupation, c'est par exemple le coût du livre. Les livres changent un peu trop, la stabilité des programmes. Et puis, on confond, on dit que l'école est gratuite. Et ça, le président l'a décrété, n'est-ce pas? Mais le coût de l'école se trouve ailleurs. C'est dans les livres. J'ai ma plus jeune fille qui est entrée à Liberman, elle a passé le concours. Liberman qui est un établissement très réputé, mais je peux vous dire que, la pension n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, le fils de mon gardien ne viendra pas si il est soutenu par une autre famille. Et les livres, pareil. Les livres coûtent plus de 100 000 francs. Et quand vous avez dans tous ces problèmes économiques, il faut qu'on repense notre école, notre enseignement, et que pour la rendre plus performante et égalitaire, et que ce ne soit pas fondé sur le sens, c'est-à-dire CENS, c'est-à-dire pas l'argent, parce que on risque d'aboutir à une situation où ce sont les fils de riches qui seront toujours les diplômés. Mais est-ce que ce n'est pas ça que le RDPC veut finalement? Parce que c'est le RDPC qui gère le pays, quoi qu'on en dise. Alors, quand ça vous arrange, c'est le RDPC qui gère le pays. Non, ça nous quand ça vous plaît, nous sommes un parti État. Ce sont les faits. Dora. Oui. Il faut souvent lire les discours du président Paul Biya. Parce que quand vous les lisez, vous avez là une grille d'analyse et qui vous fait voir des choses, et peut-être vous fait même voir des choses à venir. S'agissant de l'école, lisez les discours du président Paul Biya, son grand souci, c'est ça. Mais pourquoi ce n'est pas implémenté? Mais parce que, écoutez, la volonté est nette. Il faut que l'école soit dynamique et à la portée de tout le monde et que tous les Camerounais aillent à l'école. Parce que l'investissement sur un homme, c'est l'investissement sur l'avenir. Vous voyez, nous allons être 52 millions d'habitants dans 20 ans, au plus. D'accord? Mais si nous sommes 52 millions d'habitants et que notre niveau de formation, d'alphabétisation et tout est très élevé, nous avons des chances de nous transformer plus vite que si nous n'avons pas ce niveau. Et donc, aujourd'hui, pour investir sur les hommes, que ce soit dans l'éducation ou la santé, ça a un prix. Et la vérité, il faut la dire à tous les Camerounais, c'est que le boom démographique fait que
les structures d'accueil et le coût ne sont pas toujours très... Mais la volonté est là. Donc il y a eu boom économique, enfin le boom démographique n'a eu lieu qu'au Cameroun en fait, pas dans les pays voisins. Madame, j'adore cela parce que comme j'ai le privilège de venir... Ils sont plus nombreux au Nigeria. Et vous trouvez le système éducatif nigérien plus juste que le nôtre? En tout cas, beaucoup d'experts disent quand même qu'il est meilleur en termes de contenu. Les experts de bas. Encore que c'est le système anglo-saxon. Attendez. Le débat entre l'accès à l'école et le contenu de l'école, c'est deux sujets différents. Oui. D'accord? Moi, je viens d'un pays européen où je peux vous dire que ce sont des questions d'actualité, malgré les richesses de ces pays. Tout le monde n'est pas accueilli dans toutes les conditions optimales qu'on souhaiterait dans l'école. Et les débats sont encore, par exemple, sur les programmes aussi. Parce que j'ai entendu des aboyeurs agrégés ici, certains qui disent que le fait que le taux d'échec est très élevé dans un système, ça donne la qualité, la valeur des diplômes. C'est faux. Ce sont le contenu des diplômes qui font la qualité des diplômes. Donc, pour répondre précisément à la question, la volonté politique, c'est que toute la jeunesse camerounaise ait accès à l'éducation et se forme pour faire face aux défis de demain. Parce que nous rentrons dans la compétition des nations. Et le problème qu'il ne faut pas ignorer, parce que votre question est pertinente aussi, il faut avoir les moyens pour rendre cela possible. Et je peux vous dire, la volonté du président, c'est qu'on aille dans ce sens, que tout le monde ait accès à l'éducation. Et à la santé également. Oui, mais oui. Donc ça veut dire qu'à la fin, quand on fera le bilan du RDPC, du renouveau, on aura le droit de dire qu'il y avait beaucoup de volonté, mais très peu d'action finalement. Vous concluez sur un film qui ne fait que commencer. Ça fait 33 ans, hein. Le film, il a mis beaucoup de temps à commencer, si ça fait 33 ans. Excusez-moi, bon, là, on va m'accuser de jouer les intellos, que je suis, j'assume cela. La première cité humaine organisée et qui avait le statut de commune, c'est Périclès. Vous comprenez? Oui. Et c'était les Grecs. Vous connaissez la situation financière de la Grèce aujourd'hui? Je ne dis pas que nous allons inscrire nos difficultés dans l'éternité. Mais le plus important en politique, c'est de montrer le sens et de mettre une volonté politique pour la réalisation de ce sens. Et c'est ça la position du président Paul Biya. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas jouer avec les mots quand vous dites vos difficultés? Est-ce que là, on est face à des difficultés ou tout simplement à des non-réalisations? Vous savez, il y a beaucoup de démagogues qui sont en ville, là, qui disent tout est possible. Vous comprenez? Oui. J'ai des amis qui sont dans un parti. Bon, je peux parler puisque tout le monde connaît mes liens avec certains de ses amis. Au SDF, quand ils nous combattent, ils disent quand nous allons arriver, tout le monde sera au paradis. Vous voyez dans quel état se trouve le SDF? Dans les communes qu'ils ont gagnées. À Bonabéry, vous connaissez le niveau d'endettement qu'ils ont laissé? Douala 3e, où ils commencent un travail, et à Douala 5e, où ils sont en train de se triper. Bon, écoutez, le ministère de la critique contre le RDPC est un ministère à la portée de tout le monde, mais c'est à l'épreuve qu'on juge la pertinence. Pour nous combattre, proposer un plan alternatif et chiffrez-le. Moi, j'ai dit que je m'ennuie souvent dans certains débats. Parce qu'il y a de l'un côté les aboyeurs, les incantateurs, dont certains sont les metteurs en scène religieux de nouvelles religions. Et de l'autre côté, ils ont le droit de tout critiquer. Vous comprenez? Le bon débat démocratique, c'est de faire programme contre programme et chiffrer. Et nous, RDPC, on est prêts. Vous savez, il faut faire attention. On est une organisation qui a beaucoup de matières grises, de ressources humaines. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre que les choses n'évoluent pas vraiment. C'est peut-être pour ça que certains ont fini par conclure à ce coup d'État scientifique intelligent. Non, attendez, compte tenu de tout ce qu'il y a comme matière grise, c'est tous des agrégés en ce science-là. Il y a pratiquement la plupart des gens qui agrégés font des choses au nom du RDPC n'ont jamais reçu de carte. Non, je voudrais vous dire, il n'existe aucun pays au monde, dans la situation actuelle, qui n'est pas confronté à des difficultés. Même l'excellent pays qu'est la Chine, qui va devenir la première puissance, ou l'Inde, ils ont des difficultés. Parce qu'il y a toujours un rapport entre la demande sociale et la satisfaction de cette demande. C'est un cours qu'on enseigne dans les meilleures écoles de sciences politiques, c'est l'analyse systémique, input-output. Et justement, toutes ces irrégularités, ces non-réalisations que vous appelez difficultés, est-ce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas à l'origine de la crise sociale à laquelle qu'on semble vivre actuellement au Cameroun? Crise sociale, d'abord, je ne crois pas, mais c'est vrai que l'état de satisfaction de la demande n'est pas à un stade assez important. Et nous avons aussi une faiblesse. Ceux qui sont en charge de communiquer, d'expliquer notre politique ne la font pas toujours très bien avec un talent. Donc, ça veut dire que
ceux qui gouvernent, et surtout l'administration, doivent devenir humbles. Vous comprenez? Nous, on est confrontés à ces problèmes, par exemple, à Douala. Vous croyez que c'est le RDPC qui dit aux gens d'installer les commerces sur le trottoir, sur la voie publique, aux motos de faire le sens unique, aux camions avec des conteneurs, de circuler en mettant en danger les populations? Non! Ce n'est pas une politique du RDPC. Ce sont les Camerounais qui le font. Et souvent même, on trouve les mêmes Camerounais qui sont en train d'aboyer contre le RDPC. Mais est-ce que ce n'est pas l'effet de contamination? C'est-à-dire que l'incivisme observé chez un bon nombre, de nos dirigeants qui se retrouvent en prison parce qu'au bout de 3 mois seulement, après leur prise de fonction, ils ont réussi à détourner déjà au moins 1 milliard de francs CFA. Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'entraînement? Parce qu'on a l'impression que c'est toute la société. Donc d'où part cette contamination-là? Dora, je ne peux pas vous laisser dire que tous les militants du RDPC... Non, je n'ai pas dit tout. Non, attendez, non, je vais arrêter cela parce que ça me choque. Vous voyez ma condition. Je mange à la sueur de mon front. Et je peux vous dire que dans les millions de militants que nous sommes, l'immense majorité n'a pas de mangeoire. C'est-à-dire un self-service où il va se servir inutilement. Vous ne pouvez pas définir notre mouvement par le comportement des transgressions de quelques individus, c'est même nos camarades. Quelques combien? Hein? C'est dans un gouvernement. Non, je veux dire. Après, ils sont au moins 10 à être interpellés. Nous sommes 35 millions d'habitants et le RDPC compte au moins 10 millions de militants, n'est-ce pas? Ou ceux qui se reconnaissent dans cette... On parle de ceux qui sont aux affaires, justement. Ah, ben ils ne sont pas eux seuls, le RDPC. Moi, je ne suis pas aux affaires. Mais diantre, pourquoi voulez-vous que j'assume le résultat des gens qui sont aux affaires? J'assume la politique pour laquelle j'adhère et que nous avons décidé de soutenir derrière Paul Biya. Mais les déviations que certains opèrent, qui sont autant de captations d'héritage, ne sont pas acceptables. C'est pour cela que le président a dit qu'il n'y a pas de place pour le banditisme. Vous comprenez? Donc, il faut quand même qu'on rende hommage à ces millions. Moi, j'ai des militantes. Ma présidente, par exemple, elle est à Berthoud actuellement. Elle a eu du mal à inscrire son fils dans un lycée dont je ne vais pas citer le nom. Elle m'appelle, elle me dit, mais j'ai un problème. Nous, les militants du RDPC, nous avons des problèmes comme tout le monde. Quand je vais entrer dans la boulangerie, on ne va pas me demander ma carte du parti pour m'appliquer une réduction du prix du pain. Nous sommes Camerounais. Et d'ailleurs, nous sommes les plus nombreux, puisque Paul Biya est toujours élu par l'immense majorité des Camerounais. Donc, prendre ce jugement définitif couperait en disant tous pourris, tous les gens du RDPC, non. Non, personne ne le dit. Personne ne dit que tous les je vous militants propose sont de le pourris. retirer. Alors, vous savez que vous avez une voix qui porte. Il faut faire attention, parce qu'il y a des médias qui ne mais j'ai prospèrent. dit certains, je n'ai pas dit tous, de toutes les Dora, manières. Oui. vous êtes une journaliste respectée. Merci. Il y a des médias qui ne prospèrent que dans l'injure au RDPC, au gouvernement et à ceux que nous gouvernons. Bon, vous savez, le président a fait que... ils confondent opinion et injure. Dans ce pays, le gars vous insulte et pense que c'est une opinion. C'est son opinion qu'il donne. Voilà. Est-ce que le RDPC, dans son fonctionnement, quand vous êtes réunis, est-ce qu'on peut dire que vous êtes honnête? Vous êtes dans le domaine moral. L'honnêteté relève la morale personnelle. Non, je ne parle pas de morale personnelle, mais je parle au niveau des discussions. Est-ce que vous avez l'honnêteté d'aborder des questions cruciales telles qu'elles sont, même si elles peuvent gêner quelques intérêts? Mais je crois que je dois vous inviter à une réunion du RDPC. Donc vous parlez souvent de l'alternance, par exemple, au sein du RDPC. C'est l'alternance au Cameroun. C'est un sujet qui ne nous dérange pas. Est-ce que vous l'abordez? Oui. Et qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais vous dire une chose. En 2009, le président vient ici en visite. Il nous explique que j'ai ce privilège. J'étais en train de fondre dans l'âme. Les raisons pour lesquelles il ne veut pas nous abandonner, comme certains le souhaitent, et les enjeux que nous avons. Le président, entre autres choses, nous dit l'insécurité de nos voisins va être un problème de notre sécurité intérieure. Ça se passe comme ça, quelques temps après. Vous voyez? Quand vous avez quelqu'un qui vous éclaire et qui vous mène d'une façon sécurisée dans un monde en tourmente, dans des turbulences, vous n'allez pas monter dans le cargo d'un aventurier. Vous pouvez refuser une bonne voiture pour monter sur un Benskin. Non, mais bien sûr, tout le monde. Bon, alors, je vais vous dire comment ça se passe. Alors, est-ce que vous parlez de l'alternance? C'est ça la question. Parce que c'est un débat que l'opposition, aujourd'hui, met sur la table de plus en plus, parce qu'on a l'impression que le RDPC est enfant de règne. Donc, il est question de savoir si au sein du RDPC, la question est abordée. Je vais vous rassurer, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour critiquer l'opposition. Oui.
Ils ont des dirigeants qu'ils ont depuis des décennies. Et ils sont mal placés pour nous donner des leçons. Vous comprenez? Je sais que c'est un débat de certains milieux, qui se limite d'ailleurs à certains quartiers. Ce n'est pas le débat des autres Camerounais. Les Camerounais veulent savoir qu'ils ont un bon président, qu'ils sont en paix, qu'ils sont sécurisés et que dans le monde qui est aussi tourmenté, ils sont protégés. Don't touch Cameroun. Vous comprenez? Ils veulent aussi savoir qu'on parle du présent, du passé et de l'avenir. Absolument. Oui. Et je vais donc vous dire une chose. Vous croyez qu'au lieu de résoudre nos problèmes actuels, on commence à rentrer dans une espèce d'incantation du futur, comme si on était des voyants, des astrologues? Nous parlons de toutes ces questions et à chaque chose, à chaque moment, son temps. Vous croyez que vous me reconnaissez la liberté de parole ici? À moins de me trouver un militant indiscipliné, vous croyez que je parlerai moins au parti? Mais je vous dis que ce que je peux dire au parti, madame. Nous abordons tous les sujets et rien ne nous fait peur. Vous comprenez? Et quand vous parlez de l'alternance, est-ce que, surtout vous qui êtes une sentinelle, d'abord? Alors, c'est l'après-RDPC qui pourrait subvenir en 2018 ou beaucoup plus tard. Hein, ça, nous ne sommes pas voyants. C'est vrai, mais vous qui êtes une sentinelle, justement en parlant de l'alternance, est-ce que vous avez des informations sur si oui ou non le président se représentera? Mais moi, je le souhaite. Moi, je le souhaite parce que je suis en sécurité avec lui. Oui. Je peux vous dire, là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Je ne suis pas naïf. Vous comprenez? Moi, j'appartiens au camp de Paul Biya, je suis biaïste, et je prie Dieu tous les jours qu'il lui donne la santé, la puissance, il a en capacité de gouverner pour nous mettre en sécurité. Il y en a qui sont dans d'autres chapelles ou d'autres paroisses qui ont des stratégies. Mais pour l'instant, c'est Paul Biya qui est président. Bien qu'étant dans le RDPC. Oui, bien sûr. Ils peuvent être dedans. Vous savez, le diable se cache souvent là où se trouvent les paroissiens. Donc, je vous ai demandé, pour mon ignorance, de me dire ce que vous entendez par alternance. Vous croyez qu'un parti, un grand parti, cesse d'exister parce qu'il a perdu les élections? Mais est-ce que le RDPC, on sait qu'il ne va pas cesser d'exister, mais... maintenant vous avez dit après le RDPC. Est-ce que vous êtes préparé justement à perdre un jour? Parce que maintenant, si vous permettez, on voit les batailles qu'il y a au sein du gouvernement. Les batailles de positionnement. On voit les batailles dans l'attente du remaniement ministériel. On voit des listes qui sortent et on sait qu'il faut être très proche du président pour avoir accès à ces listes-là et pouvoir les faire sortir. Vous croyez que c'est le président qui sort ces listes? Pas le président, mais il faut être dans son entourage. Non, je veux vous rassurer. Oui. Dora, moi, votre question est pertinente maintenant que vous m'avez expliqué, parce que finalement, je ne comprenais pas ce que vous appelez par alternance. Oui. Bon, si pour vous, alternance, c'est dégage, je m'assois, mais c'est le peuple qui décide qui le gouverne. Vous comprenez? Si le peuple décide un jour que le projet du RDPC n'est plus conforme à son aspiration, nous allons prendre acte pour ceux qui seront là. Vous comprenez? Mais ne vous mettez pas à la place du peuple souverain. Parce que le peuple souverain, dans une démocratie, a des moments où il exprime sa volonté, son souhait, et à qui il confie son destin. Et qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Le peuple veut ce qu'il a exprimé au vote. Il a voté Paul Biya. Il a son mandat est là. Vous parlez à la place du peuple, vous êtes qui? Non, mais justement, vous disiez que je représente l'opinion du peuple parce qu'en même temps, non, mais l'opinion et le peuple, c'est deux choses différentes. Oui. L'opinion du peuple. Non, vous n'avez pas l'opinion. Je ne représente pas le peuple, mais son opinion. L'opinion du peuple, par définition, est exprimée par les représentants élus du peuple. Commencez par le président, nos députés et les autres dans les instances dans lesquelles ils ont du pouvoir délégué par le peuple. D'accord? Oui. Ça, c'était en 2011. Attendez. Oui. L'opinion du peuple, ce n'est pas le Congo-Ça, le quartier Congo-Makéa, un Congo ou la rue. Est-ce que de 2011 à maintenant, on n'a pas eu un grand écart? C'est-à-dire que des moments quand même où le dynamisme, ou la dynamique, même, parlons de la dynamique, qui semblait être présentée par le RDPC, on l'a carrément vu flancher. Non, mais ça, c'est la vie interne du RDPC, vous avez raison. Oui. Il y a des moments où moi-même, je dis que mon parti ne fait pas preuve de beaucoup de dynamisme. Je vous donne un exemple, pour vous, je vais aller plus loin que vous pour montrer notre indépendance. Lorsqu'il y a tous ces événements qui ont lieu dans le septentrion et nous, je trouve que nous n'avons pas encore manifesté d'une façon puissante le fait que nous soyons en bloc derrière le commandant en chef, le chef suprême de nos armées. On n'a pas assez fait. Nous le faisons d'une façon parfois un peu dispersée et qui ne donne pas la puissance que nous représentons. Mais ça, ce sont les hommes. Vous comprenez? Tout le monde n'a pas le dynamisme. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Méfiez-vous de ceux qui font dans la divination. Hein?
l'incantation. Parce que c'est finalement la Libye à la paresse. Si vous voulez remplacer le RDPC, allez, mettez vos travail, proposez un projet et que le peuple souverain trouve ce projet plus attractif que le nôtre. La politique, c'est un marché de l'offre et de la demande politique. Vous ne pouvez pas aller vendre une marchandise qu'on ne veut pas consommer. Et le peuple est très intelligent pour découvrir qui est démagogue, qui est un aventurier, qui est un apprenti sorcier. Vous ne vous méprenez pas. Vous comprenez? Alors quand quelques intellectuels, au nom de la liberté de la parole que le RDPC, surtout le président Biya, a donné aux Camerounais, ils se mettent dans les studios, les radios, à faire la divination, à nous dire c'est ça le peuple. Ils parlent que pour eux-mêmes. Ils ne représentent. Souvent, ce sont des gens qui n'arrivent même pas à se faire élire chef de classe. D'accord. Alors, en attendant que le peuple ne donne à nouveau sa voix en 2018. Vous faites dans la précipitation. Non, pas du tout. On a une situation actuelle, et là, c'est le président qui doit en décider, le remaniement ministériel. Il y a ce spectre qui est agité. Demain, il y aura un remaniement, ça ne vient pas. Déjà, est-ce qu'on doit remanier? Est-ce que vous pensez qu'on doit remanier aujourd'hui? Je n'ai pas d'opinion parce que la Constitution du Cameroun donne à un seul homme le pouvoir de le faire. Et c'est lui seul qui est en capacité, quand il juge que c'est ça, parce qu'il a le mandat du peuple pour le mener. On ne peut pas tous les soirs remanier au gré de variations des vents de Youpoué ou de Pont sur le Vouri. Donc même si ça ne marche pas, on reste statique. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vous dis, vous connaissez le président. D'abord, il n'y a pas de pression qui marche sur lui. Sauf peut-être la pression atmosphérique, qui est naturelle. Donc le président n'est pas à être impressionné par quelques groupes d'agitateurs, y compris même ceux qui sont dans nos rangs. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit, là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Ce n'est pas à nous et pas à moi que vous allez demander de venir vous dire quelle est l'opportunité ou pas d'un remaniement. Alors moi j'ai posé la question par contre à un politologue. Politologue, appellation non contrôlée. Oui. Alors il va nous expliquer, est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun est dans une situation où il faut absolument qu'on remanie? Il a répondu à cette question. Je propose qu'on suive un extrait. Oui. Les ministres en poussent, entendu que l'administration gouvernementale, c'est la plateforme de l'État. Alors, des ministres qui, vraisemblablement, avaient maille à partir avec la feuille de route, qui, au plan interne, présentent quelques carences, eux-mêmes sont convaincus de ce qu'un remaniement les mettrait hors du jeu. Alors, les privilèges ou les prérogatives discrétionnaires du président qui veut que ce soit lui le juge de l'opportunité de choix des personnes fait que la tendance au niveau des ministères n'est pas bonne. Chacun ne sait pas de quel côté il sera, dans quelle sauce il sera mangé, pour parler prosaïquement, ou alors est-ce qu'il est dans les bonnes grâces du chef de l'État? La tendance n'est pas la concentration. Évidemment, vous voyez que chaque opportunité de remaniement ministériel ouvre de voies à de nouvelles personnes qui peuvent entrer, donc nécessairement ça charrie des espoirs d'autres familles pour rebooster la machine gouvernementale, pour donner du tonus même à l'activité gouvernementale. Donc ça comprend aisément. Et l'autre troisième clé de lecture, c'est que le peuple camerounais est pris de justice et également trop friand de l'activité politique. Donc l'intérêt et l'engouement est très poussé. On comprend bien donc la déprime, la détresse qui entoure, qui s'est saisie de la psychologie politique de tout le commun du mortel camerounais. Merci. Alors, vous avez suivi cet extrait. Il explique effectivement que les ministres semblent vivre dans la psychose aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a. Mais écoutez, moi... Peut-être qu'on se trompe, vous êtes proche d'eux. Proche des ministres? De certains, en tout cas. Vous me mettez... Oui, j'ai des amis parmi eux. Oui. Globalement, tous les camarades du parti sont mes amis. Mais je ne suis pas dans l'intimité du pouvoir qu'ils ont. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié l'analyse du docteur Gaïsida, que je respecte d'ailleurs. Et il a exprimer ce qui peut être la psychologie populaire, n'est-ce pas? Mais là où je crains quand même que l'excellent politologue ne fasse une erreur d'analyse, il confond le climat des microscopes. Vous comprenez? Il y a des milieux du pouvoir et qui sont agités ou prennent un peu de froid, du paludisme périodiquement parce qu'ils veulent se maintenir. Vous comprenez? Mais le pays profond attend autre chose. Et parce que ces milieux se comportent comme ça, parfois ils mettent en congélation l'action publique qui ne s'exprime pas parce qu'ils mettent les gens en attente. Écoutez,
quand il vient d'expliquer d'une façon aussi brillante cette situation, est-ce qu'un fonctionnaire, c'est même le plus gradé dans un ministère, est concerné par le remaniement? Pourquoi il ne fait pas son boulot? C'est un enrichissement sans cause de venir au ministère de ne pas travailler, alors qu'on est rémunéré par l'État, ton employeur, parce que vous attendez un remaniement. Le remaniement touche une population de quelques personnes quand le résultat sort. Donc je crois qu'il y a des endroits où on pense quand même qu'il faut implémenter l'action, la puissance publique, augmenter la lutte et tout. Mais parfois, quand j'entends les feuilles, l'apparition, ça concerne certains milieux à Yaoundé. Et nous, vous savez, on est à Douala, on est vaccinés. Ok. La dernière question, c'est est-ce que le gouvernement a peur de l'armée aujourd'hui? Non, vous dites le gouvernement quoi? Le gouvernement... Ou l'État, si vous voulez. Est-ce qu'il a peur de son armée? Non. Nous avons une très bonne armée et qui, depuis l'indépendance, a pour devise l'honneur et la fidélité. Honneur et fidélité, vous comprenez? Et cette armée-là a montré, jusqu'à ces derniers jours, jusqu'aujourd'hui encore, le sens du sacrifice, le respect de la République, de l'État. Et le chef de cette armée, c'est Paul Biya. Il y a quelques personnes qui peuvent prendre quelques libertés avec la discipline. Et c'est totalement inacceptable. Donc, ce n'est pas une question de peur. Dans les normes, vous avez lu mon CV, vous savez que j'ai au moins quelques qualités pour parler de la chose militaire, puisque j'ai étudié dans une grande école militaire. Le point de marquage d'une armée, la capacité au combat d'une armée, est surtout constatée par sa discipline. Et ce qui s'est passé, parce que c'est de ça que vous voulez me parler, ces compatriotes qui vaillamment ont été dans une mission, sont allés défendre l'ordre parce que ce désordre pouvait déborder chez nous. Et je pense qu'ils ont commis une faute et qui est à la limite de l'indiscipline. Sauf qu'ils ont été payés instantanément presque. Oui, bon, écoutez, ça c'est un débat qui n'a pas d'intérêt. Le problème est que... Non, je vais vous dire pourquoi. Savoir qu'ils ont été payés instantanément, c'est une bonne chose. Le président ne veut pas que les Camerounais se croisent la tête inutilement. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce problème ne nous concernait pas. Mais ils ont été payés parce qu'ils sont de l'armée. Pas parce qu'ils sont des Camerounais, mais parce qu'ils sont des soldats. Non. Puisqu'on a eu après un regroupement à Yaoundé, un cercle de réflexion, et on sait que l'armée, il voulait justement parler de l'alternance. On sait que les éléments de la police sont descendus pour les arrêter. Vous voulez parler de la réunion de la dynamique démocratique, où je compte pas mal de gens pour qui j'ai de l'estime, Bekoko, Martin Wonangini et tout. Jean-Baptiste Sipa et autres, oui. Jean-Baptiste Sipa. Je crois que la provocation est quelque chose, en plus quand il n'a pas de talent, c'est quelque chose d'inutile. Et vous êtes en train de mettre sur le même palier deux choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Bekoko, qui est un excellent un leader politique, syndical que nous respectons, Jean-Baptiste et tout, ils revendiquaient quoi? Ils avaient un salaire qu'ils n'avaient pas touché. Donc, ce n'est pas du même niveau que l'armée. Est-ce que c'était une marche? C'était un rassemblement? Je ne sais pas. C'était un rassemblement, un cercle de réflexion. J'ai mon opinion là-dessus. Je pense que beaucoup de gens ont réussi jusqu'à présent à faire des buzz, à se construire une réputation politique ou nationale sur la frilosité de l'administration. Mais c'est un point de vue dans la période que nous avons, que je ne veux pas estimer. Au-delà de ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'interdire ce genre de réunions qui, finalement, peuvent se tenir même ne serait-ce que dans un simple call box. Vous comprenez? Ça n'impacte pas sur le cours de l'histoire. Mais la vraie question à laquelle nous devons retourner, c'est que vous ne pouvez pas sortir en treillis, vous mettre dans la rue. Vous comprenez? Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce qui se passe. Et vous savez que l'appétit vient en mangeant. Vous ne devez pas montrer d'exemples d'indiscipline et qui peut mettre en péril les institutions de la République. Quand j'ai fini de le dire, il y a aussi une responsabilité de la hiérarchie militaire qui doit prévenir et gérer en bon père de famille des situations pour que ça ne déborde pas. C'est un incident que le président a clos. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas entrer dans la spéculation des conséquences et tout. Le président a mis fin à cet incident et c'est ça un chef, parce qu'il est non seulement le commandant en chef des armées, mais il est le père de tous les Camerounais. Et dans la situation que nous vivons actuellement, on n'a pas besoin de ce genre d'événement. Parce que notre armée doit protéger notre territoire, assurer la sécurité des hommes et des biens
mais notre armée ne doit pas se livrer à une espèce de... être instrumentalisée pour des gens qui confondent la République. Ce n'est pas un terrain de jeu. Oui. Vous comprenez? Donc l'incident est clos. Nous avons une très bonne armée. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous comprenez? Alors, les gens qui spéculent, ils vont faire de la provocation en disant ceci, cela. Personne ne va nous distraire, n'est-ce pas? Le président assume et est en capacité. Tous les jours, il y a des décisions qui tombent. Il est en capacité de le faire. Et je pense que nous avons un très beau pays. Nous devons être ensemble. Ensemble, nous serons invincibles. Divisés, nous serons vulnérables. Et la dernière question, hein, c'est juste pour sortir de l'émission. Vous avez certainement suivi. Oui, 23 j'ai pas vu le temps passer. C'est passé très vite. Alors, cette crise au Burkina, oui, avec cet autre coup d'État, où on met carrément de côté, les militaires mettent carrément de côté le président de transition, est-ce que vous l'aviez vu venir? Oui, c'est justement ce genre d'armée que je ne souhaite pas pour mon pays. Vous comprenez? Et le premier événement qui a eu lieu là-bas, c'était un corps expéditionnaire du Burkina qui venait de Centrafrique. Oui. Souvenez-vous? Donc la nature nous montre des choses que certains gens mettent la cécité pour ne pas les voir. Donc nous ne souhaitons pas avoir ce genre. Je pense que nous devons tout résoudre par le dialogue et par la démocratie. Et moi, ce qui se passe chez nos cousins de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout simplement pathétique et dramatique. Et vous voyez, ça peut avoir un effet de contagion parce que nous avons des programmes d'élection dans cette zone-là qui se suivent. Vous avez la Côte d'Ivoire au mois d'octobre, vous aurez après le Sénégal, vous avez dans les environs, vous comprenez. Non, personne n'a intérêt à l'instabilité d'un pays en Afrique parce que cette instabilité peut se traduire par la mise en danger même des plus grands pays. C'est pour ça que ce qui se passe au Nigeria nous concerne parce que ça peut déborder, ça a débordé souvent chez nous, et aujourd'hui encore ça a débordé. Ce qui se passe en Centrafrique nous concerne parce que ça peut, et aujourd'hui encore ça a débordé. Le Cameroun, par sa géographie, assume des responsabilités qui vont au-delà des simples responsabilités qu'il a pour lui-même. Donc il assume pour les autres. Donc moi je dis que nos compatriotes doivent tous les jours se dire que nous ne serons un grand pays que si nous continuons notre marche dans la paix et l'unité et ne pas copier les mauvais exemples. Donc il ne faut pas confondre les militaires camerounais que je connais. Je connais même beaucoup qui ont été dans ce corps expéditionnaire en Centrafrique. Je pense tout simplement que ça a été un dysfonctionnement regrettable et qu'on doit prévenir que ça n'ait plus lieu parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de publicité. Vous comprenez? On ne peut pas combattre le Boko Haram dans le septentrion, avoir des gens entrayés dans la rue à Yaoundé. Quand même, c'est quoi ce désordre? Merci Hervé Emmanuel Combe de nous avoir accordé cette interview qui est d'ailleurs passée très vite. Vous l'avez constaté. Merci d'être venu sur nos antennes. Peut-être un dernier mot aux téléspectateurs avant qu'on leur dise au revoir. Oh, il n'y a pas de dernier mot parce que je ne prononce pas mon oraison funèbre. Ouais. Je dis simplement pour me connaître, il faut me connaître avant de parler de moi. Mais vous savez, quand vous êtes un homme public, vous prenez... Il n'y a plus de vérité qui ne soit pas critiquable. Mais la critique de bas étage qui veut me connaître les qualités, les talents des autres, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève très haut. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Passez une très bonne nuit. À bientôt.